Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui nous touche vraiment tous. Pourquoi on est attiré par certaines personnes? Qu'est-ce qui se cache derrière le désir, l'amour ou même la jalousie? On va explorer ensemble la psychologie de l'accouplement humain en s'appuyant sur une source qui a vraiment fait date. Oui, on plonge dans The Evolution of Desire de David M. Buss et c'est une œuvre, il faut le dire, monumentale en psychologie évolutionniste. Pour donner une petite idée de l'échelle, sa recherche principale, elle s'appuie sur une étude de plus de 10 000 personnes. 10 000. Oui, 10 047 personnes dans 37 cultures différentes sur 6 continents. C'est juste colossal. L'objectif donc, c'est de décortiquer un peu les stratégies que les hommes et les femmes ont développées au fil de l'évolution pour choisir un partenaire. Et on le précise, il ne s'agit pas du tout de porter des jugements, mais de comprendre les racines, souvent invisibles, de nos comportements amoureux. Exactement. Et il faut être très clair sur un point dès le début. Comprendre cette programmation évolutive, ça ne veut pas dire qu'on est des robots qui obéissent aveuglément. Au contraire, j'imagine. C'est tout le contraire. Connaître ces mécanismes, c'est un peu comme connaître les règles d'un jeu. Ça ne nous oblige pas à jouer d'une certaine manière, mais ça nous aide à comprendre pourquoi certaines cartes sont si puissantes dans notre main. J'aime beaucoup cette analogie. Alors, par où on commence pour démêler cet écheveu? C'est quoi la première règle du jeu? La toute première règle, c'est l'asymétrie fondamentale de l'investissement parental. Pour le dire simplement, la biologie, elle ne demande pas le même effort aux deux sexes pour avoir un enfant. Ah oui. Pour une femme, il y a la gestation, l'accouchement, l'allaitement. C'est un investissement biologique qui est immense, sur des mois, voire des années. Alors que pour un homme, biologiquement parlant, l'investissement minimal peut se compter en minutes. Et c'est ce décalage initial qui expliquerait tout le reste. C'est le point de départ de toute la logique. Ce coût initial, qui est beaucoup, beaucoup plus élevé pour les femmes, a fait du choix d'un partenaire une décision aux conséquences bien plus lourdes pour elles sur le plan de l'évolution. Et ce n'est pas quelque chose de propre à l'espèce humaine. Pas du tout. La source donne l'exemple fascinant de la pie grièche-grise, un oiseau. Racontez-nous ça. Alors, le mâle, pour séduire une femelle, il doit construire une sorte de garde-manger. Il y empale ses proies, des insectes, des lézards. D'accord. Et la femelle, elle vient inspecter ses caches. Elle ne fait pas que regarder, elle compte, elle évalue la qualité des proies. Et elle choisira le mâle qui a le garde-manger le plus impressionnant. Donc un mâle sans ressources, sans ce fameux garde-manger, il n'a aucune chance. Aucune. Il est condamné au célibat. Cet exemple y montre à quel point la préférence féminine pour un partenaire capable de fournir des ressources est une force évolutive qui est très ancienne et très puissante. D'accord, mais transposons ça aux humains. Cette idée que les femmes sont, entre guillemets, programmées pour chercher des ressources, ça peut sonner un peu cliché, voire un peu matérialiste aujourd'hui. Comment est-ce que Bus répond à cette critique? C'est une objection qui est essentielle et la réponse est vraiment dans la nuance. Il ne dit pas que les femmes cherchent un relevé de compte en banque. Il dit qu'elles ont développé des mécanismes pour détecter les signaux de la capacité et surtout de la volonté d'investir des ressources. C'est très différent. Et ces signaux, quels sont-ils? Alors, l'étude transculturelle, on a identifié plusieurs. Il y a le potentiel économique et le statut social, bien sûr. Une étude de 1939, qui a été reproduite des dizaines de fois, montre que les femmes accordent en moyenne 2 fois plus d'importance aux bonnes perspectives financières que les hommes. On pourrait penser que c'est juste culturel, non? C'est modulé par la culture, bien sûr, mais la constance de cette préférence à travers des cultures aussi différentes que les Zoulous d'Afrique du Sud, les Brésiliens ou les Estoniens, ça suggère une racine plus profonde. Et d'autres indices sont encore plus subtils. Comme quoi, par exemple? L'âge. Historiquement, un homme un peu plus âgé avait simplement eu plus de temps pour accumuler des ressources, de l'expérience, du statut, Et ça va plus loin que les possessions matérielles, j'imagine. beaucoup plus loin. Des traits de caractère, comme l'ambition ou l'assiduité, sont de très puissants prédicteurs des revenus futurs. Mais le plus surprenant, c'est que dans l'étude des 37 cultures, les deux qualités jugées les plus importantes par les femmes, juste après l'amour, Oui. c'était la fiabilité et la stabilité émotionnelle. Ah, ça c'est intéressant. Ce n'est pas ce que l'homme a, mais ce qu'il est. C'est exactement ça. À quoi bon un partenaire riche s'il est imprévisible, s'il dilapide tout ou s'il n'est tout simplement pas là quand on a besoin de lui? La stabilité, ça garantit que les ressources, quelles qu'elles soient, seront fournies de manière constante. Donc, pour résumer, ce n'est pas une checklist matérialiste. C'est un algorithme de survie perfectionné sur des millions d'années qui scanne les prédicteurs de la sécurité.
L'ambition, la stabilité, c'est une évaluation de risque pour un investissement qui dure potentiellement 20 ans. D'accord, donc du côté féminin, on a une stratégie axée sur la sécurité, l'investissement à long terme. Mais ça, ce n'est que la moitié de l'équation. Comment cette stratégie a-t-elle façonné en retour ce que les hommes recherchent chez une partenaire? Si le problème adaptatif principal pour nos ancêtres féminins était d'obtenir des ressources et de l'engagement, pour les hommes, il y en avait deux autres qui étaient majeurs. Le premier, c'était d'identifier les partenaires fertiles, et le second, encore plus crucial, l'incertitude de la paternité. Contrairement à une femme, un homme ne peut jamais être absolument certain d'être le père biologique. Voilà. Et ces deux problèmes ont tout façonné. Alors, commençons par le premier. Comment identifier une partenaire fertile? Bah, nos ancêtres n'avaient pas de test de fertilité. Ils ont donc développé une sensibilité aux indices observables qui étaient corrélés à la fertilité et à ce que les chercheurs appellent la valeur reproductive, c'est-à-dire le potentiel reproductif futur. Et les indices les plus fiables, c'est quoi? La jeunesse et la santé. Et ça se manifeste par ce qu'on appelle la beauté physique. Je sens qu'on arrive sur un terrain un peu sensible. Ce focus sur la jeunesse, l'apparence, ça peut sembler superficiel. Ça peut, mais l'approche de Boss, c'est de montrer que les canons de beauté ne sont pas si arbitraires qu'on le pense. En fait, ils correspondent à des signaux universels de santé et de jeunesse. Une peau lisse, des cheveux brillants, des lèvres pleines, ce sont des indicateurs biologiques assez fiables de fertilité et d'absence de maladie. Et les données confirment cette différence entre les sexes. De manière écrasante. Dans les 37 cultures étudiées, sans une seule exception, les hommes accordent plus d'importance à l'apparence physique que les femmes dans le choix d'un partenaire à long terme. C'est l'une des différences psychologiques les plus robustes qui existent. D'accord. Et le deuxième problème masculin, l'incertitude de la paternité, comment ça joue? Ça a créé une très forte pression de sélection sur la préférence pour la fidélité. Pour un homme de l'époque, l'infidélité de sa partenaire, c'était une catastrophe évolutive. C'était le risque d'investir des années de protection, de nourriture, de temps pour élever les enfants d'un autre. Ce qui explique pourquoi, historiquement, la chasteté d'une épouse potentielle était si valorisée. Exactement. Et c'est fascinant de voir aujourd'hui à quel point cette valeur a changé. Dans des pays comme la Chine ou l'Iran, ça reste très important. En Suède ou en France, quasiment plus. Comment on explique cette variation, Eve? Ça montre l'interaction entre nos mécanismes et l'environnement. L'indépendance économique des femmes et l'accès à une contraception fiable ont considérablement réduit les coûts d'une sexualité avant le mariage pour les femmes. Bon, ce tableau semble assez clair pour les relations à long terme. Mais on sait bien que la réalité est plus complexe. On ne cherche pas un partenaire pour la vie à chaque rencontre. Comment la théorie explique le sexe occasionnel? C'est là que le tableau se complique et que les stratégies des hommes et des femmes divergent le plus. Pour illustrer ça, il y a une expérience célèbre qui a été menée sur des campus universitaires. Ah oui? Des complices, un homme et une femme jugés séduisants, abordaient des étudiants du sexe opposé avec une proposition très directe. Laquelle? En substance, bonjour, je vous ai remarqué et je vous trouve très séduisant. Accepteriez-vous de coucher avec moi ce soir? Et alors, les résultats? Spectaculaire. 75% des hommes ont dit oui, 75%. Et les femmes? 0%. Zéro. C'est un chiffre qui laisse peu de place à l'interprétation. On a du mal à imaginer une différence psychologique plus nette. Même si on s'y attend un peu, ça reste saisissant. Ça l'est, et ça ouvre la porte sur la logique évolutive des stratégies à court terme. Pour les hommes, le bénéfice potentiel est assez évident, hein. Augmenter les opportunités de reproduction avec un investissement minimal. Pour les femmes, les bénéfices sont plus indirects. Mais ils sont bien réels. C'est-à-dire, quels seraient les avantages pour une femme d'avoir une relation à court terme? Il y en a plusieurs. Ça peut être l'extraction de ressources immédiates, un cadeau, un bon restaurant. Ça peut aussi être un moyen d'évaluer un homme en tant que partenaire potentiel à long terme. C'est une sorte de test. Une sorte d'essai. Court terme peut servir de tremplin pour en trouver un meilleur. C'est ce que les chercheurs appellent le mate switching. Une stratégie de trading up, en quelque sorte. Mais il y a une autre idée qui est encore plus surprenante. Ce serait de chercher non pas un nouveau partenaire à long terme, mais plutôt des bons gènes. C'est l'hypothèse des bons gènes que certains ont surnommée de façon assez imagée l'hypothèse du fils sexy. Du fils sexy. Oui, l'idée est qu'une femme pourrait être dans une relation stable avec un partenaire fiable, un bon père, mais avoir une liaison avec un homme exceptionnellement attirant ou charismatique, dans l'espoir que ses enfants, et surtout ses fils,
héritent de ces gènes d'attractivité et aient eux-mêmes un plus grand succès reproductif. C'est fascinant. Et notre corps lui-même raconte cette histoire d'une sexualité qui n'est pas toujours monogame, c'est ça? Oui, qui sortent de la psychologie pure. Prenez la taille des testicules chez l'homme. Ce n'est pas un détail anodin, c'est un indice direct sur le niveau de ce qu'on appelle la compétition spermatique chez nos ancêtres. C'est-à-dire? Ils sont plus gros que ceux du gorille, qui a un harem et donc peu de rivaux, mais plus petits que ceux du chimpanzé, qui vit dans une très grande promiscuité. Cette taille intermédiaire est la signature biologique d'une espèce principalement monogame, mais avec une dose non négligeable d'infidélité. Donc notre anatomie elle-même suggère qu'on était, disons, plutôt monogame, mais avec des exceptions. Et ce n'est pas le seul indice. Non, une autre étude, assez incroyable, a montré que le volume de l'éjaculat d'un homme augmente en proportion directe du temps que le couple a passé séparé. Ah bon? Oui, c'est un mécanisme inconscient. Plus la séparation est longue, plus le risque d'infidélité de la partenaire augmente, et plus le corps de l'homme produit de spermatozoïdes pour, en quelque sorte, entrer en compétition. C'est fou. Et puis, il y a la question de l'orgasme féminin. Une des théories est qu'il pourrait fonctionner comme un mécanisme de sélection de sperme. Les contractions aident à retenir le sperme et des études montrent que les femmes rapportent avoir plus facilement des orgasmes avec des amants qu'avec leurs partenaires stables. C'est une hypothèse controversée, j'imagine. Très controversée, mais elle s'inscrit dans cette logique. Avec des stratégies aussi différentes, surtout à court terme, on imagine que les conflits sont inévitables. Inévitable, c'est ce que les chercheurs nomment une interférence stratégique. Le désir d'un homme pour une relation sexuelle rapide et sans engagement, eh bien ça interfère directement avec le besoin d'une femme d'évaluer l'engagement sur le long terme. Et ce conflit est à la racine de beaucoup de malentendus, de frustrations. Et de la jalousie. Exactement. On a tendance à voir la jalousie comme un défaut, une faiblesse, mais dans cette perspective, c'est une solution. Une solution à un problème. Oui, une solution au problème récurrent de comment protéger sa relation d'un rival. La jalousie, c'est une alarme, un mécanisme conçu pour nous pousser à agir. Le problème, c'est que l'alarme ne se déclenche pas pour les mêmes raisons chez les hommes et les femmes. En lien direct avec les problèmes adaptatifs qu'on a évoqués tout à l'heure, j'imagine, précisément. Une étude célèbre a posé cette question à des milliers de personnes. Qu'est-ce qui vous bouleverserait le plus? Scénario A. Imaginez votre partenaire avoir une relation sexuelle passionnée avec quelqu'un d'autre. Ou scénario B. Imaginez votre partenaire tomber amoureux et former un lien émotionnel profond avec quelqu'un d'autre. Et les résultats doivent être très différents. Radicaux. 60% des hommes ont choisi l'infidélité sexuelle comme étant le pire scénario. Pour eux, c'est la menace directe à la certitude de leur paternité. Et chez les femmes? C'est l'inverse. 83% d'entre elles ont jugé l'infidélité émotionnelle bien plus pénible. C'est la menace du détournement des ressources, du temps, de l'engagement de leur partenaire vers une autre femme. Et cette différence, on la retrouve partout dans le monde? Oui, elle a été répliquée des dizaines de fois, dans des cultures très variées. Et cette jalousie mène ensuite à des comportements de maintien du partenaire. Qui peuvent être positifs, comme redoubler d'attention, offrir des cadeaux. Absolument. Mais c'est aussi là qu'on trouve le côté le plus sombre de cette psychologie. La jalousie sexuelle masculine est la cause la plus fréquemment citée de violences conjugales à travers le monde. C'est la conséquence tragique et inacceptable d'un mécanisme qui, à l'origine, était conçu pour préserver une relation, mais qui, poussé à l'extrême, devient dévastateur. Arrivé au terme de cette exploration, on a l'impression que nos comportements amoureux, même les plus intimes, sont les échos de stratégies très anciennes. Ce n'est ni aléatoire, ni purement culturel. C'est exactement ça. Nos désirs, nos attirances, nos conflits sont le fruit de millions d'années de défis que nos ancêtres ont dû surmonter pour devenir, nos ancêtres. Mais, et c'est le point crucial, en prendre conscience ne nous y enchaîne pas. Au contraire, ça nous libère. Ça nous donne les clés de compréhension. Savoir qu'un mécanisme existe est le premier pas pour pouvoir le maîtriser, ou du moins choisir consciemment d'y répondre ou non. La psychologie évolutionniste est profondément interactionniste. Nos mécanismes innés sont constamment modulés ou même inhibés par notre culture, notre éducation, notre environnement. C'est une excellente conclusion. Pour laisser une dernière pensée à ceux qui nous écoutent, la source souligne un point fascinant sur notre époque. Les médias modernes, et surtout les applications de rencontres, agissent comme des pirates de notre psychologie. Nos cerveaux ont été conçus pour un monde où l'on rencontrait peut-être quelques dizaines de partenaires potentiels dans toute une vie.
C'est une observation capitale. On a une psychologie de l'âge de pierre dans un monde de haute technologie. Alors, la question qu'on peut se poser est la suivante. À une époque où la technologie nous présente un défilé infini de partenaires potentiels, un simple swipe après l'autre, comment nos anciens mécanismes de désir façonnent-ils et peut-être déforment-ils notre quête très moderne de l'amour et de la connexion durable?